Il existe une arme dont les militaires parlent à voix basse. Non pas parce qu'elle est secrète, mais parce que son histoire est bien trop embarrassante. L'histoire d'un pistolet-fusée que l'Amérique a conçu en pleine guerre froide, testé pendant des années, envoyé au Vietnam, et dont elle a ensuite fait semblant qu'il n'avait jamais existé. Ce pistolet s'appelait le Girojet, et c'est sans doute l'aventure la plus étrange de toute l'histoire des armes à feu du XXe siècle. Commençons par le paradoxe central. Le Girojet était pratiquement inutile à bout portant. Si l'adversaire se trouvait à moins de 10 mètres, les chances de lui infliger une blessure sérieuse étaient à peu près aussi faibles qu'avec un jouet en plastique. Le projectile n'avait tout simplement pas le temps d'accélérer. Son moteur était encore en phase de poussée. La vitesse restait dérisoire. Et un impact à cette distance produisait l'effet d'une pichenette appuyée. Pas davantage. En revanche, à partir de 12 ou 15 mètres, ce même projectile se transformait en quelque chose de radicalement différent. Une roquette en pleine accélération, dotée d'une énergie suffisante pour traverser un homme de part en part. Aucune arme dans l'histoire n'avait jamais fonctionné de cette façon. C'est précisément cette logique inversée. Plus la cible est loin, plus l'arme est dangereuse, qui faisait du Girojet non pas une simple curiosité, mais une véritable révolution conceptuelle. Un pistolet classique fonctionne exactement à l'envers. La balle quitte le canon à sa vitesse maximale et ne fait ensuite que perdre de l'énergie. Ici, tout était différent. La mini-roquette accélérait dans l'air après avoir quitté le canon, et son pouvoir létal culminait non pas au moment du tir, mais plusieurs secondes après. Le recul, lui, était quasi inexistant. Ce n'est pas une exagération ni un argument commercial, c'est de la physique. La poussée réactive du moteur du projectile ne se transmet pas à l'arme de la même façon que l'impulsion des gaz propulsifs dans une arme conventionnelle. Le tireur tenait en main une poignée légère, appuyait sur la détente, et ne ressentait qu'une légère secousse, accompagnée d'une bouffée d'air chaud en plein visage. Tous ceux qui ont tiré avec le Girojet décrivent invariablement la même sensation, comme si quelqu'un avait brièvement dirigé un sèche-cheveux en pleine figure. Une chaleur réelle, perceptible, dégagée par le moteur de la roquette au moment précis du départ. Le son du tir rompait lui aussi avec toutes les habitudes. Le Girojet tirait en silence. Un silence tel que certains testeurs affirmaient avoir entendu des pistolets munis de silencieux qui étaient plus bruyants. La raison en est simple. Au moment du tir, il ne se produisait pas de brusque détente des gaz propulsifs. Pas de claquement caractéristique. Le projectile ne franchissait pas le mur du son en quittant le canon, ce qui éliminait d'emblée le bang balistique des munitions supersoniques. Dans les jungles du Vietnam, où chaque détonation pouvait trahir une position, cet avantage n'était pas négligeable sur le papier. Les munitions du Girojet étaient absolument uniques. Elles n'avaient rien de commun avec quoi que ce soit de produit avant ou après elles. Pas de douille, pas de balles séparées. L'ensemble de la cartouche constituait un projectile autopropulsé d'un calibre de 13 mm. C'était le calibre du modèle baptisé Mark I. Ce projectile ressemblait à une petite roquette métallique, au sens propre du terme, sans aucune métaphore. Il possédait un ogive arrondi, un corps cylindrique et une section arrière percée de tuyères inclinées par rapport à l'axe du projectile. Cette inclinaison provoquait la rotation du projectile sur lui-même pendant le vol. C'est précisément de là que venait le nom Girojet, contraction des mots anglais gyro, soit gyroscope, et jet, soit réacteur. Cette rotation remplissait la même fonction que les rayures dans un canon de fusil conventionnel. Elle stabilisait le projectile en vol. C'est pourquoi le canon du Girojet lui-même était lisse, sans le moindre rayage. Tout le travail de stabilisation reposait entièrement sur le moteur de la roquette. Une solution aussi élégante en théorie que délicate en pratique. Le coût de chaque munition était astronomique par rapport aux standards des cartouches de pistolet, même dans les années 60. Bien plus tard, lorsque les collectionneurs ont commencé à rechercher des Girojets sur le marché des armes anciennes,
le prix unitaire d'un projectile a grimpé jusqu'à 150 ou 200 $. Pour comparaison, une cartouche de calibre 50, l'une des munitions en série les plus chères au monde, coûte environ 20 fois moins cher. Trouver aujourd'hui un gyrojet en état de marche relève déjà de la mission difficile. Trouver des munitions pour l'alimenter, c'est presque impossible. La production a été arrêtée depuis des décennies. Les stocks se sont dispersés chez des collectionneurs et dans des musées, et les rares projectiles qui apparaissent encore aux enchères partent à des prix qui coupent le souffle. L'arme elle-même présente une silhouette étonnamment élégante pour une idée aussi folle. Sobre, sans fioritures, presque futuriste, totalement anachronique pour l'époque où elle fut conçue. Au Vietnam, des soldats d'une unité d'élite, le groupe d'études et d'observation du commandement de l'assistance militaire au Vietnam, connu sous le sigle prononcé SOG, emportèrent le gyrojet dans de vraies opérations de combat. Le premier lieutenant George Kenton Sisler, premier récipiendaire de la Medal of Honor parmi les opérateurs du SOG, fut tué au combat le 7 février 1967, non loin de Khe Sanh, et c'était un gyrojet qu'il tenait à la main. Ce n'est pas une légende, ni une supposition. C'est une histoire de combat parfaitement documentée, que les autorités militaires officielles des États-Unis n'ont jamais jugé utile d'inscrire dans leur manuel. Pour comprendre pourquoi le gyrojet était aussi singulier, il faut examiner ce qui se passait à l'intérieur de ce pistolet, car on n'y trouvait presque rien de ce que l'on considère habituellement comme indispensable dans une arme à feu. Pas de culasse, pas de système d'éjection des douilles, pas de rayures dans le canon. Le gyrojet avait été conçu comme si ses créateurs avaient délibérément effacé tout ce qu'ils savaient sur les armes et recommencé depuis zéro. Le corps du pistolet était fabriqué principalement en aluminium et en acier embouti, ce qui lui conférait un poids remarquablement faible pour une arme de ce gabarit. Vide, sans munitions, il pesait environ 400 grammes, et cette légèreté surprenait immédiatement quiconque le prenait en main pour la première fois. Trop léger. Pas comme devrait peser un vrai pistolet de combat. Cette impression ne trompait pas. Le gyrojet était davantage un lanceur qu'un pistolet au sens habituel du terme. Le mécanisme de percussion et de détente était conçu selon un principe radicalement différent de celui de n'importe quel autre pistolet. Le percuteur ne se trouvait pas à l'arrière de la culasse, comme dans toute arme conventionnelle, mais à l'avant, devant le magasin, à l'intérieur du corps de l'arme. Lorsque le tireur appuyait sur la détente, ce percuteur avant se libérait et partait vers l'avant, frappant la partie antérieure de la roquette déjà chambrée dans le canon. Ce coup poussait légèrement le projectile vers l'arrière, juste assez pour que l'amorce située dans la section arrière vienne percuter le percuteur fixe scellé dans la chambre. L'amorce enflammait la charge propulsive. Le moteur s'allumait et la roquette quittait le canon sous l'effet de la poussée réactive. Aussitôt après, le percuteur avant, sous l'action d'un ressort de rappel, revenait en position et était réarmé par la munition suivante, remontée depuis le magasin. Un mécanisme élégant dans sa conception, et d'une susceptibilité redoutable dans la pratique. Le magasin se trouvait dans la poignée, et contenait 6 projectiles. Il se chargeait par une ouverture latérale dans le corps de l'arme, à l'aide d'un petit levier, permettant d'introduire les roquettes une par une. La procédure était déstabilisante pour quiconque avait l'habitude des pistolets classiques, et demandait un certain entraînement. La sécurité était d'une simplicité presque primitive. Un petit levier à 2 positions, activé et désactivé. Pas de sécurité automatique, pas de verrouillage supplémentaire. Les concepteurs partaient visiblement du principe que l'arme elle-même était suffisamment spécifique pour rendre un départ accidentel peu probable. Le canon du gyrojet était lisse, et c'est un point fondamental. Dans une arme rayée conventionnelle, ce sont précisément les rayures qui communiquent à la balle la rotation qui la stabilise en vol. Ici, cette tâche incombait entièrement au projectile lui-même. Dans la section arrière de la roquette de 13 mm se trouvait l'étuyère du moteur, selon les variantes, de 2 à 4,
toutes percées selon un léger angle par rapport à l'axe longitudinal du projectile. Les gaz réactifs qui s'en échappaient mettaient la roquette en rotation sur elle-même. Plus le moteur fonctionnait longtemps, plus le projectile tournait vite, et plus son vol devenait stable. C'est pour cette raison que le gyrojet devenait plus précis et plus dangereux à mesure que la distance augmentait, un comportement exactement inverse à celui de toute arme à feu conventionnelle. Le projectile lui-même constituait, dans le détail, une petite œuvre d'ingénierie. Le corps en acier, arrondi à l'avant, se prolongeait à l'arrière par une section équipée de tuyères inclinées. À l'intérieur se trouvait un propergole solide composé de 4 éléments. Une cloison en matière plastique séparait les cavités internes et maintenait les composants en place. L'amorce était positionnée à l'extrémité arrière du projectile et fonctionnait par percussion. Après le tir, retrouver une roquette tirée n'était pas chose aisée. Le moteur se consumait en vol, le projectile se déformait à l'impact, sans pour autant se désintégrer complètement. Ceux qui récupéraient des projectiles après les séances de tir notaient invariablement à quel point le métal était écrasé après avoir heurté un obstacle dense. Lors des séances de tir en conditions contrôlées, les caméras à grande vitesse captaient quelque chose de difficile à décrire sans l'avoir vu de ses propres yeux. Au moment du départ du coup, il ne se dégageait pas de fumée ni de flamme au sens habituel. La roquette s'éloignait avec un panache caractéristique de gaz réactif en prenant simultanément de la rotation. Des ondes de chaleur se propageaient depuis la trajectoire de vol et les caméras haute vitesse montraient clairement comment le projectile se stabilisait dans l'air, rectifiant progressivement sa course. Le même phénomène se manifestait en sens inverse lorsque le moteur ne s'allumait qu'imparfaitement. La roquette se mettait à culbuter, perdait sa direction et tombait bien en deçà de la cible, ou partait dans une direction totalement imprévisible. C'est là que résidait la principale faiblesse technique du gyrojet. Tout dans son fonctionnement dépendait d'un allumage parfait et simultané de toutes les tuyères. Si une seule d'entre elles produisait une poussée inégale ou ne s'allumait pas du tout, le projectile déviait immédiatement de sa trajectoire. Lors des tirs, il arrivait qu'une roquette sorte du canon, parcourt quelques mètres à peu près en ligne droite, puis parte brusquement sur le côté. Il arrivait aussi qu'un projectile reste bloqué dans le canon. Le moteur s'allumait, la poussée se développait, mais la roquette demeurait sur place et continuait de brûler à l'intérieur du canon, ce qui constituait non seulement une avarie fâcheuse, mais un véritable danger pour le tireur. La partie arrière du pistolet, au niveau du percuteur fixe, montait à des températures considérables, et après plusieurs tirs, la peinture sur cette zone brûlait purement et simplement. Il existait encore un autre défaut de conception, découvert lors de l'utilisation. Le canon du gyrojet était maintenu dans le corps de l'arme par un petit ergot métallique, un dispositif de blocage rudimentaire manifestement prévu pour ne jamais subir aucune contrainte anormale. Les concepteurs n'avaient tout simplement pas envisagé la situation où une roquette resterait bloquée dans le canon et devrait être extraite de force. Lorsque cela se produisait, et cela se produisait plus souvent qu'on ne l'aurait souhaité, le canon, lors de la tentative d'extraction du projectile coincé, sautait hors du corps de l'arme. Entièrement. Avec fracas. Et au pire moment possible. La détente du gyrojet était lourde, nettement plus lourde que celle de la plupart des pistolets de la même époque. Tous ceux qui tiraient avec lui pour la première fois le notaient comme une surprise déplaisante. Une détente lourde, combinée à un équilibre inhabituel, rendait le tir précis dans des conditions difficiles, particulièrement exigeant. La portée efficace atteignait environ 50 mètres, mais y parvenir en pratique supposait un fonctionnement parfait du moteur, ce qui était loin d'être systématique. Le gyrojet demandait un entraînement sérieux et les négligés se payaient immédiatement sur la cible. Californie, début des années 60 du XXe siècle. Le pays traversait l'une des périodes les plus singulières de son histoire. La course à l'espace battait son plein, les moteurs à réaction semblaient être la réponse à toutes les questions, et le complexe militaro-industriel des États-Unis finançait généreusement toute idée dont le nom contenait le mot « réactif ».
C'est dans cette atmosphère d'engouement général pour les technologies de propulsion que deux ingénieurs californiens décidèrent d'appliquer les principes de la propulsion par réaction à une arme individuelle ordinaire. Robert Maynard et Art Beale étaient des hommes à l'esprit résolument technique et aux ambitions sérieuses. Maynard avait travaillé dans le domaine de la recherche sur les armes nucléaires. Il avait collaboré à un moment avec le laboratoire scientifique de Los Alamos et avec la Commission américaine de l'énergie atomique. Beale, de son côté, s'était consacré au développement de petites roquettes perforantes, et ce sont précisément ces travaux qui constituèrent la base technique de tout le projet. Ensemble, ils fondèrent une petite société dans la ville de San Ramon, en Californie, et la baptisèrent MB Associates, à partir des initiales de leur nom de famille. Dans le milieu des armuriers, elle fut immédiatement connue sous le sigle prononcé MBA. L'idée qu'ils développaient était radicale, même pour cette époque. Maynard et Beale voulaient concevoir un pistolet dans lequel le schéma traditionnel de propulsion de la balle par les gaz de la poudre serait entièrement supprimé. Aucune pression dans la chambre, aucun recul, aucun mécanisme de rechargement actionné par l'énergie du tir. La roquette devait se mouvoir uniquement grâce à son propre moteur. Cela impliquait une conception fondamentalement différente, tant pour l'arme que pour la munition. La société fut fondée en 1960. La mise au point prit plusieurs années, avant qu'un prototype à peu près fonctionnel ne voie le jour. La demande de brevet fut déposée en 1962 par 3 développeurs, Arthur Beale, Robert Maynard et Matthew Engel, et le brevet lui-même fut délivré en 1965. Les premières versions étaient franchement rudimentaires. Des problèmes de fiabilité à l'allumage, une trajectoire instable, des pannes moteurs persistantes accompagnèrent les ingénieurs de MBA tout au long de la période de mise au point. Malgré tout, vers le milieu des années 60, la société présentait ce que l'on pouvait appeler un modèle de série, le pistolet Mark I, de calibre 13 mm. Parallèlement, le monde du développement des armes connaissait une agitation considérable. Les États-Unis cherchaient activement un successeur au Colt 45, modèle 1911, qui était en service depuis la Première Guerre mondiale. L'armée avait besoin de quelque chose de plus léger, de plus technologique et de plus efficace aux distances de combat modernes. Durant cette même période, des concepts de cartouches sans douille étaient activement développés. La firme allemande Heckler & Koch travaillait sur des systèmes dans lesquels la charge propulsive était intégrée directement dans le corps de la balle sans enveloppe métallique. D'autres concepteurs expérimentaient des armes tirant des projectiles en forme d'aiguilles, les fléchettes. La pensée balistique des années 60 bouillonnait d'idées, dont la grande majorité ne dépasserait jamais le stade du prototype. Dans ce contexte, la proposition de Maynard et Beale ne ressemblait pas à une folie, mais à une contribution organique à une recherche générale. Les militaires américains s'intéressèrent effectivement au gyrojet. Le Pentagone commanda des essais, et MBA obtint l'opportunité de présenter sa création à des spécialistes militaires. Les arguments en faveur du nouveau système étaient convaincants. L'absence de recul ouvrait la voie à une arme plus légère. Le tir discret conférait des avantages tactiques, et la létalité croissante avec la distance rendait théoriquement l'arme intéressante pour toute une série de missions spécifiques. La société fit la promotion du gyrojet sur plusieurs fronts simultanément. Outre le pistolet, MBA développa une carabine sur la même plateforme, une arme dotée d'un canon plus long et d'une crosse, qui devait théoriquement exploiter encore mieux les avantages du projectile réactif aux distances moyennes. Des utilisations bien plus insolites furent également envisagées, notamment une arme sous-marine. Le principe de propulsion réactive permettait théoriquement au projectile de se déplacer sous l'eau bien plus efficacement qu'une balle ordinaire, qui perd la quasi-totalité de son énergie dès les premiers mètres. MBA étudia la possibilité de créer une version sous-marine spéciale du gyrojet destinée aux nageurs de combat.
Une mission qui, à l'époque de l'affrontement intense entre les flottes soviétiques et américaines, semblait particulièrement pertinente. Les ingénieurs de la société travaillèrent également sur un système baptisé LanceJet, prononcé Lancejet, un harpon sous-marin à propulsion réactive destiné aux chasseurs sous-marins. Des réflexions furent même menées sur l'utilisation de projectiles réactifs dans l'espace pour neutraliser des satellites soviétiques, bien que ces projets ne dépassèrent jamais le stade des propositions sur le papier. Ce qui frappe, en parcourant les archives de MBA, c'est moins l'ambition de ces hommes que leur capacité à convaincre des interlocuteurs sérieux d'écouter des idées qui tenaient autant de l'ingénierie militaire que de la prospective la plus audacieuse. L'intérêt pour le système se manifesta également du côté de la Central Intelligence Agency, la CIA. Un pistolet discret, dont les munitions ne laissaient pas les traces balistiques habituelles, présentait un attrait évident pour une agence dont les activités ne se discutaient pas à voix haute. Par ailleurs, en 1966, peu après que le Girojet fut mis en vente libre, des attachés militaires soviétiques visitèrent un magasin d'armes californien et tentèrent d'acheter un pistolet. Le propriétaire du magasin refusa de le leur vendre, mais leur céda plusieurs projectiles. Et cet épisode dit beaucoup sur l'attention avec laquelle la partie soviétique suivait les nouveautés américaines en matière d'armement. Sur le marché civil, le Girojet commença à se vendre ouvertement. En 1968, le pistolet était proposé à environ $300, une somme très significative pour l'époque. Dans les armureries apparaissait un pistolet d'aspect totalement insolite, accompagné d'une boîte contenant quelques projectiles. Les acheteurs le prenaient en main, s'étonnaient de sa légèreté, examinaient les étranges munitions en forme de roquettes et repartaient souvent avec l'arme, par pure curiosité, sinon pour une autre raison. Les ventes progressaient cependant lentement, et ce n'était pas seulement une question de prix. Le Girojet souffrit dès le début d'une réputation d'arme peu fiable. Les rumeurs sur les ratés fréquents, les projectiles coincés et la dispersion imprévisible circulaient vite dans la communauté des tireurs. Les tireurs sont des gens pragmatiques, et un pistolet susceptible de dévier de sa cible à 5 mètres à cause d'un allumage inégal des tuyères du moteur soulevait chez eux des doutes parfaitement fondés. Maynard et Bill continuaient d'affiner la conception, expérimentaient différentes compositions de propergol et contrôlaient rigoureusement la qualité de fabrication des projectiles. Mais la méfiance, une fois installée dans un milieu aussi exigeant que celui des tireurs professionnels, ne se dissipait pas facilement. Le Vietnam, au milieu des années 60 du XXe siècle, était devenu un terrain d'expérimentation où l'armée américaine testait à peu près tout, des nouvelles doctrines tactiques aux équipements expérimentaux les plus insolites. Les jungles de l'Asie du Sud-Est imposaient leurs propres règles, des distances de combat courtes, une humidité permanente, une boue omniprésente, des accrochages soudains, à quelques mètres à peine. C'est là que les avantages et les défauts théoriques du Girojet allaient être confrontés à la réalité du terrain. Les Girojets parvinrent au Vietnam par l'intermédiaire du groupe d'études et d'observation du commandement de l'assistance militaire au Vietnam, désigné par le sigle prononcé SOG. Les opérateurs de cette unité acquirent plusieurs pistolets, convaincus qu'il s'agissait d'une arme silencieuse, adaptée aux missions de reconnaissance profonde. Il n'existait aucun contrat militaire officiel, aucune ligne dans les manuels d'emploi au combat. Les pistolets avaient été achetés de façon autonome par l'unité et utilisés comme arme personnelle par ses opérateurs. La mission la plus documentée impliquant le Girojet au Vietnam est celle du premier lieutenant George Kenton Sisler. Le 7 février 1967, son détachement de 40 hommes, un groupe mixte composé de forces spéciales américaines et de soldats sud-vietnamiens, fut inséré par hélicoptère dans une zone du Laos qui venait d'être bombardée, pour évaluer les résultats de la frappe aérienne. À peine les hélicoptères eurent-ils décollé, qu'une force de plus de 100 soldats nord-vietnamiens, exaspérés par le bombardement qu'ils venaient de subir, fondit sur le détachement. Le groupe se retrouva au bord de l'anéantissement. Sisler agit comme agissent les hommes qui n'ont plus rien à perdre. Apprenant que 2 blessés étaient restés en dehors du périmètre défensif, il se lança à travers un feu nourri et en ramena un sur ses épaules jusqu'aux lignes.
Lorsqu'il déposa le blessé à l'intérieur du périmètre, 3 soldats ennemis surgirent à découvert. Sealer les neutralisa au fusil et fit taire une mitrailleuse adverse avec une grenade. Le répit fut bref. Le flanc gauche de la position se retrouva aussitôt menacé d'un débordement et plusieurs hommes supplémentaires furent blessés en quelques secondes. Sealer saisit des grenades et chargea seul dans l'élan de l'assaut ennemi, tirant avec son arme individuelle, lançant ses grenades et faisant usage de son gyrojet expérimental. Cette contre-attaque solitaire brisa l'élan de l'assaut et contraignit les assaillants à reculer. Peu après, alors qu'il dirigeait des frappes aériennes sur les forces en retraite, Sealer fut mortellement blessé. La Medal of Honor lui fut décernée à titre posthume pour ce combat. Le pistolet fut récupéré après sa mort et se retrouva, selon les informations disponibles, entre les mains d'un autre récipiendaire de la Medal of Honor, Franklin Miller, commandant du groupe de reconnaissance Vermont au sein du SOG. Les essais militaires officiels du gyrojet, conduits en parallèle, donnaient des résultats que le commandement accueillait sans enthousiasme. La principale critique était formulée clairement. L'arme ne garantissait pas une neutralisation fiable de l'adversaire aux distances courtes. Or, c'est précisément le combat rapproché, le contact à quelques mètres, ou à 20 ou 30 mètres au plus, qui constituait l'essentiel des accrochages dans les jungles vietnamiennes. À ces distances, le gyrojet fonctionnait le moins bien. À quelques mètres du canon, le projectile ne développait qu'une vitesse d'environ 30 mètres par seconde. Un chiffre dérisoire en comparaison des quelques 360 mètres par seconde que délivre une balle de 9 mm conventionnelle à la même distance. La pleine accélération n'était atteinte qu'aux alentours de 18 à 20 mètres, précisément là où le combat en jungle commençait à peine à s'ouvrir. Les testeurs relevaient également un problème directement lié à la conception du projectile. Lors de l'allumage du moteur, des gaz brûlants s'échappaient des tuyères, et une partie d'entre eux revenait inévitablement en direction du tireur. En plein air, cela se traduisait par une bouffée d'air chaud caractéristique. Mais lors de tirs en espace confiné, ou depuis un abri, l'effet se multipliait considérablement. En cas de combat prolongé, dans un espace clos, le tireur risquait de recevoir de sérieuses brûlures de sa propre arme. Des éjections de gaz chaud au niveau du magasin se manifestaient également. Selon la position de la main sur la poignée, les gaz brûlants atteignaient précisément l'endroit où se trouvaient les doigts du tireur. Ce n'était pas un incident isolé, mais une caractéristique structurelle de la conception que l'on ne parvint jamais à éliminer entièrement. Les gants que certains testeurs enfilaient avant de tirer avec le gyrojet constituaient une précaution parfaitement pratique et non une coquetterie. La fiabilité de l'allumage demeura le point faible du système tout au long de son histoire. Les ratés survenaient suffisamment souvent pour devenir une part prévisible de toute longue séance de tir. Les causes étaient diverses: qualité inégale des amorces, infiltration d'humidité dans la section arrière du projectile par les orifices des tuyères, encrassement du percuteur fixe. L'humidité vietnamienne, dans laquelle le métal rouillait en quelques jours à peine, et où les armes étaient en permanence exposées à l'eau, à la boue et aux températures tropicales, rendait ces problèmes particulièrement aigus. Même dans des conditions idéales, le gyrojet produisait un raté environ une fois sur 100 coups, et dans les conditions réelles du terrain, ce chiffre était sensiblement plus élevé. En cas de panne moteur, le projectile restait dans le canon, et l'en extraire était extrêmement difficile. La conception ne prévoyait aucun mécanisme d'extraction forcée d'une munition non tirée, tout simplement parce que les créateurs n'avaient pas intégré ce scénario dans leur système. Le tireur se retrouvait ainsi dans une situation où l'arme était bloquée, avec dans le canon un projectile contenant encore des restes de charge propulsive. Une position pour le moins inconfortable, en plein contact avec l'ennemi. Pourtant, ceux qui tiraient avec le gyrojet à des distances supérieures à 15 ou 20 mètres observaient un tableau radicalement différent.
À ces distances, la roquette avait pleinement accéléré et s'était stabilisée. La trajectoire s'était rectifiée et l'effet de pénétration était particulièrement impressionnant. Lors des essais conduits par le SOG, le projectile perforait une planche d'environ 2 cm d'épaisseur, puis traversait la paroi d'un fût d'environ 200 litres rempli d'eau, laissant une déformation nette sur la face opposée. Les blocs de gélatine balistique, qui simulaient la densité des tissus mous du corps humain, le gyrojet les traversait de part en part. Le projectile passait à travers le gel sans se désintégrer, témoignant d'une énergie cinétique élevée au moment de l'impact. Après être sorti du bloc, il poursuivait son vol en remontant légèrement, la poussée réactive n'étant pas encore entièrement épuisée. La version carabine montra lors des essais une précision légèrement supérieure à celle du pistolet. La taille et le poids plus importants de l'arme permettaient au tireur de la maintenir plus stable, ce qui réduisait l'influence du facteur humain sur la précision du premier coup. Mais la carabine souffrait des mêmes défauts fondamentaux de fiabilité à l'allumage. L'humidité pénétrait dans la charge propulsive par les orifices des tuyères et détériorait sensiblement la combustion. À la fin des années 60, le commandement militaire des États-Unis rendit son verdict définitif. Le gyrojet fut jugé impropre à l'adoption comme arme réglementaire. Derrière la formulation sèche évoquant un niveau insuffisant de fiabilité et d'efficacité, se cachait un constat simple. Un pistolet quasi inoffensif au corps à corps, peu fiable par forte humidité et prompt à bloquer ses projectiles au moment le plus inopportun, n'avait pas sa place dans une armée, aussi révolutionnaire qu'il ait pu paraître sur le papier. Les ressources financières de MBA s'amenuisaient. Le contrat militaire qui aurait pu sauver le projet ne fut jamais signé, et l'histoire du gyrojet glissait doucement vers son dernier chapitre. En 1975, un incendie détruisit les installations de fabrication de la société MBA et mit fin définitivement à la production du gyrojet. Il restait alors dans le monde moins de 2000 exemplaires de toute la famille, pistolets et carabines confondus. Quelques milliers de projectiles s'étaient dispersés entre des propriétaires privés, des laboratoires d'essais militaires et des armureries. Pas de clôture solennelle du projet, pas de communiqué officiel. La société cessa simplement de produire de nouvelles séries. Et le gyrojet se fondit dans l'histoire aussi silencieusement qu'il tirait de son vivant. Les propriétaires qui avaient eu la chance d'acheter un pistolet pendant la période de commercialisation gardaient leurs projectiles comme une denrée irremplaçable, sachant qu'il n'existait nulle part où s'en procurer de nouveaux. Des tentatives de fabrication artisanale de munitions compatibles furent entreprises par plusieurs passionnés au cours des décennies suivantes. Mais le respect précis de la géométrie des tuyères et la qualité de la charge propulsive se révélaient si critiques que les projectiles produits de façon artisanale affichait un taux de défaillance catastrophique. Un système entièrement tributaire de la perfection de chaque munition individuelle ne pardonnait aucun compromis dans la fabrication. La société MBA elle-même ne disparut pas instantanément après l'arrêt de la production. Robert Meinhardt passa encore plusieurs années à chercher des débouchés pour la technologie gyrojet. Ses propositions devenaient de plus en plus ambitieuses. Parmi elles, figurait un système baptisé Swarmjet, prononcé Swarmjet, un projectile réactif de grand calibre destiné à intercepter les roquettes ennemies entrantes. Il y eut un projet de fusil Harpon à propulsion réactive pour les chasseurs sous-marins. Il y eut également un plan, résolument insolite, d'utilisation des projectiles gyrojet dans l'espace ouvert pour neutraliser des satellites soviétiques. Aucun de ces projets ne trouva de financement. Vers 1980, la société fut absorbée par d'autres structures, et la production de fusées de signalisation, le seul produit véritablement rentable sur la plateforme gyrojet, fut transférée à des fabricants tiers. C'est précisément cette fusée de signalisation qui devint l'héritage pratique le plus durable de tout le projet. Un petit dispositif de lancement à usage unique, une cartouche signal compacte, fut directement dérivé de la technologie gyrojet et vint remplacer les encombrants pistolets lance-fusées dans les kits de survie des aviateurs américains. Tout au long des années 80 et 90,
Les équipages des appareils de l'armée de l'air des États-Unis portaient dans leurs équipements de survie ce dispositif, sans se douter qu'ils tenaient entre leurs mains le descendant direct d'un extravagant pistolet-fusée conçu à San Ramon. Sur le marché des armes, le Girojet commença entre-temps à se muer en légende. Dès les années 80, les collectionneurs étaient prêts à payer pour un exemplaire en état de marche des sommes bien supérieures au prix de vente initial. Les raisons en étaient plusieurs. Le tirage total était dérisoire à toute échelle de comparaison. De nombreux exemplaires avaient été consommés lors des essais ou perdus au fil des années. L'essentiel était que le Girojet demeurait unique en son genre. Non pas une modification d'une plateforme existante, non pas une variante de quelque chose qui avait déjà existé, mais une conception absolument originale, sans précédent et sans successeur direct. Dans les années 2000, le prix atteint aux enchères pour un pistolet en état de marche accompagné de quelques projectiles dépassa plusieurs milliers de dollars. Les projectiles seuls partaient à 150 ou 200 dollars pièce, soit environ 20 fois le prix d'une cartouche de calibre 50, l'une des munitions en série les plus onéreuses au monde. Quant au concept technique qui sous-tendait le Girojet, on ne peut pas le qualifier d'entièrement raté. Le principe de propulsion réactive d'un projectile à auto-accélération en vol trouva un développement dans des domaines bien différents. Les obus actifs-réactifs pour les systèmes d'artillerie, les missiles anti-chars à moteur réactif, les grenades propulsées par réaction, tout cela constitue des parents technologiques de l'idée que Maynard et Beale tentèrent de mettre en œuvre dans une arme de poing. La différence réside uniquement dans l'échelle. Ce qui s'avéra non viable dans le format d'un pistolet fonctionnait parfaitement là où la taille et le poids du projectile permettaient de loger un moteur suffisamment puissant, doté d'un système d'allumage fiable. Le concept d'arme sous-marine réactive, que MBA avait envisagé comme l'une de ses pistes prometteuses, fut par la suite réalisé de façon indépendante et non par les Américains. L'Union soviétique développa un pistolet sous-marin spécial tirant des projectiles en forme d'aiguille, ainsi qu'un pistolet mitrailleur sous-marin spécial destiné aux nageurs de combat. Le principe de stabilisation du projectile par rotation réactive, que Maynard et Beale considéraient comme leur invention majeure, n'était pas utilisé dans ces systèmes. Les concepteurs soviétiques empruntèrent une voie différente, mais la mission elle-même, celle d'une arme individuelle sous-marine efficace, fut finalement accomplie la même où MBA avait échoué. Le dernier tir publiquement documenté d'un Girojet eut lieu au XXIe siècle, lorsque le propriétaire de l'un des rares exemplaires encore en état de fonctionnement décida de dépenser une partie de ses précieux projectiles pour une séance de prise de vue à grande vitesse. Les caméras captèrent ce que dans les années 60 on ne pouvait observer qu'à l'œil nu. Une roquette prenant lentement de la rotation dans l'air, le panache de gaz brûlant s'échappant des tuyères inclinées, les ondes de chaleur se propageant depuis la trajectoire de vol. À un moment de cette séance, le canon du pistolet sauta hors du corps de l'arme. Le minuscule ergot métallique de blocage que les concepteurs des années 60 avaient posé sans la moindre prévision de situation anormale avait finalement cédé. Le propriétaire examina le dommage et formula une remarque d'une précision désarmante. Ceux qui avaient fabriqué ce pistolet n'avaient tout simplement pas envisagé que quelqu'un tirerait avec lui au XXIe siècle. Ils avaient probablement raison. Le Girojet commença comme le rêve d'une révolution dans les armes individuelles. Il se termina comme une rareté de collection, pour laquelle il n'existe plus de munitions et n'en existera plus jamais. Le premier lieutenant George Kenton Sisler l'utilisa au combat et mourut en le tenant à la main. Des attachés soviétiques tentèrent de l'acheter. L'armée américaine le refusa. Le pistolet survécut à ses créateurs, survécut à la société qui le fabriqua, survécut à la guerre dans laquelle il combattit sans autorisation officielle, et repose aujourd'hui sous verre dans quelques musées américains des armes, témoin muet de ce qui arrive lorsqu'une idée devance non seulement son époque, mais aussi le bon sens. Vous regardez l'arsenal de l'histoire.
Si cette vidéo vous a passionné, laissez un like, partagez-la autour de vous et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. D'autres armes oubliées, maudites ou révolutionnaires vous attendent sur la chaîne.